Alors, je reçois aujourd'hui Sybille Vincendon. Alors, certains d'entre vous la connaissent certainement parce qu'elle a été très très longtemps journaliste à Libé, journaliste, mais une journaliste très, très particulière, puisqu'elle était focalisée sur l'urbanisme et l'architecture. Elle a fait des articles magnifiques sur le Grand Paris, sur le développement de Paris, sur l'urbanisme, et aussi quelques grands portraits, dont le portrait de notre première ministre qui vient d'être nommée, Elisabeth Borne. Aujourd'hui, elle sort un livre très personnel chez Stock, intitulé Roman, et vous allez voir que c'est vrai que c'est un roman, on va expliquer ça tout à l'heure. Et ce livre est intitulé Trois Alexandrines, où elle relate la vie de trois de ses parentes, donc votre arrière-grand-mère, Rosette, votre grand-mère, Claire, et votre tante, Claude. Toutes trois de l'illustre famille d'Alexandrie. Donc c'est la grande famille des Ménachés, dont vous êtes une descendante en fait. Absolument, en ligne directe, oui. Donc votre livre, il est sur trois femmes. Oui. Trois femmes d'Alexandrie, mais en même temps pas tout à fait d'Alexandrie, quoi. Parce que la première... Elle n'est carrément pas d'Alexandrie. Elle n'est carrément pas d'Alexandrie, mais elle le devient. Oui. Elle devient alexandrine, et c'est Rosette. Et j'ai l'impression que c'est celle qui vous a le plus piqué votre imagination, quand même. Alors Rosette, c'est celle... En fait, Rosette, c'est celle qui, effectivement, m'a nourri le plus l'imaginaire. Moi, ce que j'ai adoré faire, c'était confronter toujours ce que je trouvais à la légende familiale. Oui. Alors la légende familiale, c'est que Rosette, c'est une franco-espagnole, qu'elle était catholique, qu'elle sortait on ne sait pas d'où, et qu'elle avait un premier enfant. Alors le premier enfant avait dû naître de la Lune, sans doute, j'en sais rien. Et bref, il n'était pas question de savoir comment ce premier enfant était venu au monde. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai un cousin qui, lui, a fait des recherches et a trouvé le premier compagnon. Et alors, le premier compagnon, il s'appelle Simon Philippard. Et moi, j'ai fait les recherches. Il faut voir ce qu'est Alexandrie à la fin du 19e. Oui. C'est un peu une sorte de Far West d'investissement. Oui. C'est-à-dire que dans ce capitalisme naissant, et puis qui naît, faut voir dans quelles conditions, quoi. Il n'y a pas encore l'autorité des marchés financiers. Ah, non, rien n'est régulé, donc c'est... C'est capitalisme sauvage. Sauvage de sauvage. Et il y a beaucoup d'Européens qui investissent en Égypte. Énormément. Énormément. Oui. Et beaucoup de C'est un pays d'avenir, oui. Et on considérait qu'Alexandrie, c'était un port européen. Oui, ce qui était partiellement vrai, à vrai dire, mais enfin, ça dépend comment vous considérez la colonie. Si on veut. Et les Belges avaient beaucoup investi dans le coin, et ils investissaient aussi dans les chemins de fer et les tramways, car il y avait des tramways en Égypte. Absolument. Et ce Philippard, il est donc le fils d'un de ces Belges qui a beaucoup investi, mais lui, il est sans doute un peu moins doué pour le métier, et il va se retrouver à faire ce qu'on a appelé depuis une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'à boucher les trous de ses finances en faisant appel à l'épargne publique, et il y a un moment donné où le truc s'arrête et s'écroule. Et où vos épargnants demandent leur argent. Oui, un petit Madoff. Un petit Madoff de l'époque. Mais ce petit Madoff, si je reviens à ma grand-mère Rosette, il avait quand même un autre défaut, c'est qu'en Belgique, il avait une femme et 4 fils. Et ça... Vous les avez oubliés. Je pense qu'il ne les avait pas du tout oubliés, mais que, en tout cas, Rosette ne le savait pas. Oui. Donc elle l'a découvert par la suite. Et il est certain qu'il ne risquait pas d'épouser Rosette. Donc, le premier enfant qu'elle a, elle s'appelait Rosette Lariba, et son fils s'appelle Paul Lariba. Il s'appelle Paul Lariba comme sa maman, quoi. Comme sa mère. D'accord. Bon, donc c'est cette arrière-grand-mère, mais elle est extraordinaire, cette arrière-grand-mère, parce qu'elle vient du peuple, quoi. Vraiment, oui. C'est une petite ouvrière, fille d'ouvrière, pauvre, et qui va devenir la baronne de Ménaché, quand même. Oui, et en plus avec quand même un rapport à la culture. Moi, il se trouve que Rosette était un personnage qui, dans la famille, avait une mauvaise réputation. Ouais. Qu'elle était dure, qu'elle était insensible, ou je sais pas quoi, ou que... Enfin bref, c'est pas un personnage qui était doté d'un récit. Elle avait une mauvaise réputation. Oui, voilà, vraiment. Sauf
chez mon cousin Jimmy Mawas, qui lui était donc le fils d'une des filles de Rosette, et enfin il est toujours en vie. Et lui, il dit toujours ma grand-mère avec une bienveillance totale. Et de fait, c'est lui qui m'a dit, mais en fait, elle avait rien comme bagage. Elle s'est mise à lire comme une folle. Elle a demandé au proviseur du lycée français d'Alexandrie. Vous racontez ça dans le livre, Oui, elle lui demande quels sont les livres qu'il faudrait avoir lus dans une vie. Ouais. Et il lui a fait la liste, quoi. Il fait la liste et elle a tout lu. Et elle a tout lu. Elle a tout lu. Donc elle conquiert le cœur des hommes, mais elle conquiert la société égyptienne aussi. Oui, mais avec finalement la conquête la plus dure qu'elle a eu à faire, c'était la famille, les vrais de la famille Ménage, les gardiens. C'est normal. Les gardiens du temple. C'est les gardiens, bien entendu. Pardonnez-moi le mot, mais c'est vraiment les gardiens du temple. Alors c'est des familles, moi j'ai toujours entendu qu'ils n'étaient pas très religieux. Ah non. Du tout. Non, mais c'était la façon d'être juif en Égypte. Hein. Oui. C'était cool. Hein. Oui, c'était cool, mais en même temps, on avait quand même financé le temple Ménage. Ça oui, on finançait les synagogues, on aidait les pauvres, et on s'investissait, on était sioniste aussi, ce qui était le cas de votre arrière-grand-père, qui était sioniste militant, quoi. Oui, hein. absolument. On était tout ça, et en même temps, la religion, c'était un peu... quand on veut, quand on peut, quoi. Oui. Et c'est là qu'on arrive dans une situation un peu spéciale par rapport au fait de savoir si ma grand-mère est juive ou pas, et mon père par là même juif ou pas. La question... Alors attendez... On va peut-être raconter un peu ce qui s'est passé. C'est ça, parce que votre arrière-grand-mère, elle n'est pas juive du tout. Non, et donc elle n'est pas... Elle est catho à la façon... Enfin, aussi catho que l'autre est juif, quoi, en fait. Oui, peut-être un peu plus catho, parce que la fin du 19e, je pense que sa mère était espagnole, son père était espagnol, donc on peut estimer qu'il y avait beaucoup de petits Jésus là-dedans. Mais quand elle n'épouse pas Simon Philippa, puisqu'elle ne peut pas l'épouser, puisqu'il est marié, mais elle a un fils de lui, et elle a rencontré en Égypte avec Philippa Félix de Ménage. C'est évident qu'elle l'a rencontré, ça c'est des histoires de date. Elle a déjà une relation avec lui. Oui, elle a une relation avec lui. Parce que ça serait trop bizarre qu'elle le rencontre par hasard à Paris. Non, non, non. Elle l'a vraiment rencontré à Alexandrie, ça c'est sûr. Et en plus, il se trouve que très vite, ils ont un enfant, qui est ma grand-mère Claire, qui donc naît hors mariage, elle à Paris, alors que son frère, 2 ans plus tard, Jean, va naître à Alexandrie. Alexandrie. Mais toujours dans une situation où ni Félix ni Rosette ne sont mariés. Et Rosette ne peut pas se marier avec Félix parce qu'elle n'est pas juive. Parce qu'elle n'est pas juive. Voilà. Donc il l'a convertie. Ouais. Mais c'est quand même très particulier parce que dans ce milieu, c'était très rare. Hein. Ouais. C'est quand même très particulier. C'est très très rare quand même, hein, des mariages mixtes. Et en tout cas, on les maquillait. On faisait en sorte que... la conversion de Rosette peut être considérée comme une forme de maquillage. Oui, c'est ça, c'est un maquillage. Et donc, il fallait qu'elle se présente comme juive, quoi. Oui. Et de fait, c'est le rabbin de Genève qui va donc la convertir et les marier. Et les marier. Alors donc, ce baron Félix, c'est un descendant d'une famille extraordinaire aussi. Oui. Parce que c'est le petit-fils de Yacoub de Ménaché, hein, c'est bien ça. Et son père s'appelait David de Ménaché, et c'est une généalogie de puissants, quoi. Oui. Vraiment de puissants. De banquiers, de puissants. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des... Alors les nationalités à Alexandrie, c'est une histoire un peu complexe, comme vous savez. Toute l'Égypte, c'était comme ça. Et ceux-là sont austro-hongrois. Oui, mais... Il a fait des magouilles, quoi, pour... Non, pas véritablement des magouilles. En fait, ce que j'ai compris, à la fois de mes recherches, et puis surtout des recherches d'une thésarde qui a fait une thèse sur Jean de Ménage, qui s'appelle Anaëlle Lévy, et en lisant sa thèse... On la connaît bien ici à Acadème. Voilà, et j'ai compris qu'il y a un moment où l'ancêtre s'est trouvé des ancêtres lui-même
dans la partie hongroise de l'Empire austro-hongrois, dans un roi qui s'appelle Guillaume Rau. Bon. Il les a trouvés. Il les a trouvés. Mais il se trouve qu'il était aussi là-bas parce qu'il était comment dire, en délicatesse avec le khedive du moment. Parce qu'il avait été avec le mauvais pacha qui lui-même avait des ennuis. Bref, le voilà qui se met à l'abri à Vienne et qui découvre par chance qu'il a des ancêtres là, et par ailleurs qui aide beaucoup d'Autrichiens, apparemment, qui avaient des intérêts en Égypte, quand même. Oui, il y a eu beaucoup d'investissements de l'Empire austro-hongrois en Égypte. Hein. Donc, d'une certaine façon, j'allais dire, il n'a pas totalement usurpé sa nationalité. Non, bien sûr, mais de toute façon, on achetait les nationalités en Égypte, alors comme ça. Voilà. Mais ensuite, il est devenu quelqu'un de très important, quoi. En Égypte, puisque c'était un des grands banquiers qui finançait les grands travaux, quand même. Et probablement, il a pris part au financement du canal de Suez, quand même. Et donc, il y a cette Rosette, votre arrière-grand-mère, arrive dans cette famille et commence à briller à l'intérieur de cette famille. Je pense que Rosette saisissait les codes très très bien. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'était pas polyglotte du tout. Alors que c'est quand même une des caractéristiques de ces endroits, mais ma grand-mère Onkelétos, la française, pas plus. On parlait toutes les langues à Alexandrie. Et donc, ensuite, vous parlez de sa fille, Claire, qui est votre grand-mère, donc. Mais en fait, c'est quand même une famille qui a été très importante pour la communauté juive d'Alexandrie, parce qu'il a construit une synagogue, il a financé des tas d'œuvres. L'hôpital, les maisons ménages, des immeubles d'habitation, des écoles. Les écoles, et je veux dire, tout ça, c'était pour la communauté juive, en fait. Et en même temps, quand même un sioniste. Et un sioniste avant l'heure. Totalement sioniste. Totalement très engagé dans le sionisme. Très engagé. Un grand ami de Weizmann. Ah oui, ça Weizmann, qui était quand même pas totalement du Moyen-Orient, on peut pas dire. Ah, pas du tout. C'était un peu terra incognita pour lui. Donc son point d'attache et d'accroche et de sécurité quand il arrivait en Égypte, c'était chez les ménages. C'est ça, il allait chez les ménagers. Absolument, toujours. Moi, je voudrais arriver à Claude. Oui, vous avez raison. Moi aussi. Ah, vous aussi. Bon, alors, c'est bien. C'est donc, elle, c'est votre tante. Oui. C'est votre tante, c'est-à-dire, c'est la sœur de votre... c'est la sœur aînée de mon père. De votre père. C'est la sœur de votre père, la sœur aînée de votre père. Et celle-là aussi, c'est un personnage hors du commun. Elle deviendra la troisième épouse, enfin bon, mais la préférée, je crois, de Laurence Durel, quoi. Oui. Alors on est dans la sortie de la guerre, elle a très envie de travailler, elle ne part pas faire des études comme les autres, au contraire, elle travaille dans les approvisionnements de la Royal Navy à Alexandrie, où il y avait énormément de militaires stationnés, comme vous l'imaginez. Et il y avait 1 million de militaires anglais. Oui, donc effectivement, je pense que les approvisionnements étaient un poste un peu important. Et elle a une histoire d'amour avec son supérieur hiérarchique qui a juste 20 ans de plus qu'elle, et elle est enceinte. Donc elle a 19 ans quand même, 19-20 ans, et ils vont partir ensemble, quoi. Ils se marient, enfin lui il divorce dans des conditions un peu forcées par Claire, mais bon, peu importe, je ne vais pas te dévoiler le livre, et ils se marient, et pendant une dizaine d'années, ou 15 ans, je ne sais plus, ils vont vivre ensemble en bourlinguant un peu partout dans le monde. Partout, elle est allée en Australie, et plus que ça, à un moment, ils sont allés diriger le Dan à Tel Aviv, l'hôtel Dan à Tel Aviv. Oui. Et j'ai découvert, mais en fait, j'aurais dû le savoir, parce que c'est écrit partout, que cette Claude, votre tante, c'est la Cléa du quatuor d'Alexandrie, quoi. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est la Cléa et la clé aussi. Et la clé. Et parce que, en fait... C'est elle qui lui a fait écrire, en fait. Non, il avait commencé, Justine, il avait l'idée de faire ce livre, et il le voyait comme un roman d'une seule pièce. Et elle l'a poussé à le gonfler et à faire raconter l'histoire par d'autres points de vue, et donc à obtenir ce quatuor. Mais ce qu'il y avait aussi, et ça il le raconte un peu dans sa correspondance avec Miller-Durel, elle lui a donné quand même les clés de la vie d'une famille comme celle-là. Alors il en fait lui une famille de Coptes, mais c'est les ménages. On sait très bien, on a compris en fait. Une fois que on sait,
on comprend tout, on comprend la suite, quoi. En tout cas, j'ai rencontré des spécialistes de Durel et qui me disent que Claude, elle avait aussi une importance dans la, comment dire, comme ce qu'ils appellent un editor, véritablement une relecture du texte, un soutien de la qualité littéraire et tout ça. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir écrit ce livre et d'être venu en parler avec nous. Merci de l'avoir lu, de l'avoir aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, 3 Alexandrines, c'est un livre de Sybille Vincendon.